Françaises, Français, je suis le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie, formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, auparavant commandant d'unité de gendarmerie départementale et de mobile, puis officier d'état-major, et enfin officier du renseignement militaire, avant de démissionner pour des raisons que je vous expliquerai dans une intervention ultérieure. Passionné de géopolitique et d'histoire contemporaine, et actuellement chef d'entreprise installé aux États-Unis, aujourd'hui je vous parle car la situation est suffisamment grave pour cela. L'année 2020, c'est l'année de la Grande Dépression du XXIe siècle qui démarre. Citoyens, préparez-vous. Nous sommes au 7e jour du confinement imposé à la population française, dans le cadre de la crise du Covid-19. Crise et non pas guerre, insistons ici, car nos gouvernants n'ont manifestement jamais connu la guerre, pour la confondre avec une crise issue non pas d'une menace, mais bien d'un risque sanitaire. Le virus, à moins qu'il soit utilisé comme arme bactériologique par un ennemi, est jusqu'à preuve du contraire un simple virus, certes létal, mais bien connu d'éminents scientifiques, citons par exemple le professeur Raoul à Marseille. Cette crise sanitaire, et je vous le dis aujourd'hui, sera solutionnée grâce à la ténacité de ces chercheurs et de leurs équipes, ainsi que du personnel de santé mobilisé sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Or, nous referons un point dans une prochaine vidéo, car cette crise et son traitement médiatique abrutissant est très commode pour appeler la population à une docilité et une obéissance et une servilité extrême. Non pas dans l'application de protocoles sanitaires ou de mesures de protection ciblées, comme on a pu l'observer en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong ou à Singapour, qui sont des pays cibles et qui ont parfaitement maîtrisé la courbe de l'épidémie, mais bien dans un contrôle total de nos mouvements. Car ne vous trompez pas, le virus est l'outil parfait. Oui, le virus est un outil parfait de culpabilisation d'autrui, inodore, insaisissable, impalpable. Les morts du coronavirus, et je le regrette ici, ne sont pas dus à quelques Français partis faire leurs courses ou sortir leurs chiens, mais bien à l'absence d'anticipation stratégique de nos gouvernants et leur absence de réactivité dans ces crises qui viennent. Savez-vous qu'actuellement, vous êtes confinés chez vous, sauf les professions et activités jugées stratégiques. Évidemment, on a besoin de sécurité, on a besoin de santé, surtout dans une crise sanitaire, bien entendu. Mais on a besoin d'électricité, de gaz, d'eau, d'aliments et de combustible pour se chauffer ou se déplacer. Mais l'incurie, l'incompétence et l'irresponsabilité de nos gouvernants est telle que même actuellement, nos gendarmes, policiers, militaires, douaniers, personnel hospitalier pour le secteur public et autres livreurs, magasiniers, caissières, manutentionnaires travaillent actuellement sans protection systématique, car l'État français, géré par des inconscients, doublé d'incompétents, ont liquidé les stocks stratégiques. Et ça remonte à la présidence Hollande, qui a été confirmée par la présidence Macron. 2 présidences ont contribué à liquider nos stocks stratégiques de masques, mais également à abaisser toujours plus notre outil sanitaire, notre outil hospitalier. Et nous le payons aujourd'hui. Donc, on vous confine, mais on laisse plusieurs millions de personnes sans protection, ou une protection relative, être au contact des autres. Car seules les administrations que j'ai citées peuvent rassembler jusqu'à 1 million de citoyens, ou plus, actuellement. Mais ce même million ou plus de citoyens a un conjoint, une conjointe, des enfants vivant sous le même toit. Donc c'est plusieurs millions de personnes qui peuvent être concernées et sujets à infection potentielle. Et on vous parle de confinement. Cette guerre est une mascarade. La gestion de cette crise, une pantalonnade. Avec un scandale sanitaire en préparation. Soyez-en sûrs. Mais ce que je m'efforce de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer, d'un tant soit peu, d'anticiper ce qui vient.
vu que les gouvernants en sont incapables. Et on en a la preuve manifeste aujourd'hui. Car s'ils ne réussissent pas à anticiper et gérer la crise sanitaire actuelle, une crise très grave, comment seraient-ils capables de gérer les crises qui viennent? Nous allons probablement avoir une crise de régime, liée à l'irresponsabilité et l'incompétence de ce gouvernement et de son président. Efforçons-nous d'anticiper. Efforçons-nous tous ensemble d'être stratégiques. La vidéo du jour concerne le volet économique de la crise et non pas son volet sanitaire, car cette crise économique, personne n'en parle vraiment. Mais elle a fait de la France un pays KO debout. Le confinement, qui est une mesure extrême, rendue nécessaire par l'incurie et l'incompétence de nos dirigeants, retarde de quelques semaines la véritable explosion, qui a déjà eu lieu le lundi 9 mars 2020. Voilà 15 jours. Cette explosion est plus grave que la crise de 2008, plus grave que le crash de 1987. Elle n'est pas une récession, comme vous l'entendrez dans les prochaines semaines sur tous les plateaux de télévision, mais elle est bien la Grande Dépression du XXIe siècle. Son déclencheur a été la crise sanitaire du Covid-19 au XXIe siècle. Au XXe siècle, elle a son parent, la crise de 1929, le crash du 24 octobre 1929, qui a engagé la plus grande dépression de l'histoire contemporaine avec des destins funestes. La famine, la misère, le chômage et enfin la montée du nationalisme et la guerre. Nous, citoyens, devons être vigilants pour éviter tous ces funestes destins qui nous pendonnaient. 2020, c'est 1929, pour plusieurs raisons. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Quelles sont ces raisons? 1929, c'est tout d'abord l'explosion d'une bulle spéculative, où par exemple, les financiers avaient été encouragés à investir toujours plus à crédit, notamment avec des taux de couverture ridiculement bas pour l'époque, 10%. 10%, c'est-à-dire que on pouvait investir 100 à partir de 10. Je résume. Or, de nos jours, ce n'est pas 10%, mais 7%, depuis les fameux accords de Bâle III qui étaient censés réguler l'économie mondiale en relevant les fonds propres des banques après la crise de 2008. 10% en 29, nous sommes à 7% en 2020. 1929, c'est aussi une crise monétaire qui a été déjà à l'époque initiée par la toute jeune Fed, Federal Reserve, la réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine, si vous préférez, qui a créé de façon effrénée de la masse monétaire à partir des années 20. Or, qu'observe-t-on de nos jours? C'est toujours la Fed, mais cette fois-ci en tête de file, d'autres banques centrales, Banque centrale européenne, Banque centrale du Japon, Banque centrale chinoise, qui a créé la plus grande masse monétaire de l'histoire pour financer ses activités, ses initiatives de rachat d'entreprises étrangères, et on l'a subi en France, notamment avec Alstom, mais aussi ses guerres, militaires ou économiques. Et enfin, tout cet argent pour financer son hégémonie vacillante. 1929, et c'est avant tout un décalage devenu intenable entre les activités spéculatives et la réalité de la production industrielle de l'époque. À cette époque déjà, la finance servait de moins en moins à un investissement productif, usines, infrastructures, recherche, et donc moins en proportion au corollaire de cet investissement productif, industriel ou commercial, c'est-à-dire les emplois, les salaires. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Des financiers qui n'investissent plus dans l'outil productif, par exemple, abrogation de l'ISF par le président Macron et transformation en IFI. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose des destructions d'emplois et du nivellement des salaires conduisant à la révolte des peuples? Ici, à la révolte des Français, à partir de 2017. Gilets jaunes, avocats, professions libérales, médecins,
chefs de petites entreprises, TPE, PME, ETI, qui vont subir tous de plein fouet les conséquences de cette crise. La crise sanitaire est le déclencheur, la crise économique est notre réalité dans laquelle nous allons vivre les prochaines années. Car, depuis 30 ans, et la financiarisation à outrance de l'économie mondiale. Les activités de spéculation ont capté, depuis 30 ans, plus de 90% de la création monétaire, devenue incontrôlable. Car c'est à la main d'institutions que les États, et même la France, pourtant démocratiquement élus, ne peuvent plus contrôler. Et c'est là où ça devient intéressant. Car cette absence de contrôle, on nous serine à longueur de journée sur tous les plateaux de télévision que c'est une fatalité, une loi de l'histoire, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Or, seule la France et les pays européens sont sortis de cette histoire pour confier leur destin monétaire à une banque centrale européenne dogmatique et étrangère à la disparité de nos économies nationales. Étrangère comme sa Commission européenne, incapable actuellement de proposer une solution à la crise sanitaire actuelle. Et nous voyons les Russes, nous voyons les Chinois, et nous voyons d'autres pays venir à la rescousse de pays, d'États comme l'Italie. Est-ce bien normal? L'Europe est morte sous nos yeux. Elle disparaîtra dans quelque temps, agitée de convulsions et encore alimentée par la cinétique de son histoire. Mais c'est acté. En tout cas, c'est fini de cette Europe sans les peuples élus et sans la France en tant que grande puissance. La Fed, la Réserve fédérale américaine, est toujours le bras armé financier des États-Unis. Et les autres banques centrales chinoises, russes, japonaises et anglaises, pour ne citer que les plus importantes, sont toujours les artisans du volet économique et des stratégies nationales. Et dans cet effondrement qui vient, les pays les plus forts qui ressentiront le moins les crises seront les pays indépendants de tutelle financière extérieure, car ils pourront dévaluer leur monnaie pour redevenir compétitifs quand nous serons toujours englués par la doxa de l'euro fort. Que pourrait-il se passer? En 29, la France a été confrontée à une série de dévaluations compétitives avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, peu avec l'Allemagne de Weimar à l'époque, qui était en très grande difficulté. Nous étions à cette époque tous des pays interdépendants économiquement, mais indépendants financièrement. Or, nous sommes encore plus interdépendants que jamais économiquement avec la mondialisation, qui d'ailleurs, on le voit, nous a rendus vulnérables dans cette crise sanitaire. Médicaments, masques, appareils produits en Chine. Mais par contre, nous ne sommes plus indépendants financièrement. Pourquoi? Par plusieurs mesures. Et j'oserais dire, trahison successive du peuple français. Rappelons la sempiternelle loi du 3 janvier 1973, dite Giscard-Pompidou-Rothschild, qui, contrairement à ce qui est dit, n'a pas interdit à la France, à l'État français, d'emprunter à 0% à sa Banque de France, mais en a limité la possibilité. Ce qui ouvrait déjà la porte à la nécessité pour l'État, en cas de crise, de trouver des financements extérieurs, et donc privés. Donc, l'arme financière dont disposait la France pour sortir de ces crises et relancer des plans d'investissement à 0%, a dès lors été contrariée. Or, les autres puissances n'ont pas vu pareille contrainte. Relisez la déclaration du président Trump suivant le lundi noir. Le circuit chez eux est assez court et efficace, même si l'on pourrait débattre des origines de la Réserve fédérale américaine. Mais ce n'est pas le sujet ici. L'administration Trump coordonne avec sa direction du Trésor et la Fed quelles mesures immédiates adopter et ensuite la pluie d'argent en dollars américains ruisselle sur l'économie américaine et sur le monde. Idem au Royaume-Uni et sa Banque d'Angleterre. Pensez-vous que ce soit différent en Chine, en Russie ou au Japon?
qui sont de grandes nations, dont les peuples sont patriotes. Les Japonais aiment leur Japon, comme les Chinois leur Chine, et les Américains les États-Unis. Pourquoi nous, Français, patriotes français, qui aimons notre pays, ne pourrions-nous pas retrouver notre indépendance financière? C'est toute la question. Laissez-moi vous le rappeler ici, car avec quasiment 68 millions d'habitants, un produit intérieur brut de 2400 milliards d'euros en 2019, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un arsenal atomique et une grande armée, la France n'aurait plus le droit de conserver son indépendance financière, bien entendu. Eh bien oui, cette indépendance, on nous l'a enlevée, car la loi de 1973 a été abrogée en 1994, car reprise par le traité de Maastricht, et sanctuarisée ensuite par le traité de Lisbonne, ou TFUE, traité de fonctionnement de l'Union européenne, et son article 123. Petit clin d'œil ici à M. François Asselineau de l'UPR, qui est un grand constitutionnaliste et traite très bien de tous ces sujets. Donc traité en 2007. 2007, traité qui avait d'ailleurs été refusé par le peuple français et son projet de constitution européenne. Finalement, imposé par le président Sarkozy et avalisé par nos parlementaires. Une trahison pure et simple. Mais revenons aux analogies de 1929 et 2020. 1929, la crise avait impacté la France 2 ans plus tard, 1931. Là, je doute que nous ayons 2 ans pour ressentir déjà les premiers effets de la crise. En 2020, l'interconnexion de nos économies et l'absence de contrôle financier nous y précipitent beaucoup plus fort et beaucoup plus vite, avec une France à l'arrêt, des finances qui courent, car il va falloir payer tout le personnel majoritairement indispensable au fonctionnement de notre économie et à la sécurité des Français. Alors je vous le dis, la banqueroute est proche. D'ailleurs, vous n'avez qu'à observer la fébrilité de vos banques, qui vont jusqu'à vous empêcher ou trouver toutes les manœuvres dilatoires pour ne pas que vous retiriez votre argent de vos comptes, ni d'ailleurs que vous le convertissiez en or. Or, qui est le seul véritable refuge avec l'autre matière du bimétallisme, c'est-à-dire l'argent. Et je vous renvoie ici à M. Pierre Jovanovic, qui en parle très bien. Or la France, visiblement, malgré ce marasme financier qui vient, parvient toujours à se faire refinancer sur les marchés internationaux, qui d'ailleurs prêtent à taux négatif, chose impensable dans l'histoire humaine. Car les marchés, bien entendu, préfèrent perdre quelques pourcents de sommes prêtées à la France, mais pas voir leur valeur complètement disparaître, comme le lundi 9 mars 2020, où les bourses mondiales ont vu disparaître, tenez-vous bien, la bagatelle de 4 000 milliards de dollars de valeur. 4 000 milliards. En une journée. C'est comme si on retirait la France de l'échiquier économique mondial pendant 1 an et demi. C'est historique. Alors, le président Macron et son gouvernement proposent ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire un écran de fumée financier et économique. Un simple écran de fumée. Pourquoi? Parce qu'ils apportent une garantie de 300 milliards d'euros. Rappelons que le PIB de la France, c'est 2400 milliards par an. Et la France est arrêtée pendant 45 jours. Alors ce n'est pas qu'une règle de 3 comptable. C'est-à-dire que regardez, c'est magique. On va reprendre les activités si on arrive à contrôler le virus et faire descendre les courbes d'infection, de propagation de la pandémie. On va reprendre les activités vers début mai. On se sera arrêté 45 jours. Et donc ça équivaut, en règle de 3, sur 2400 milliards, à 300 milliards de garanties proposées par le président Macron. Et 45 milliards pour relancer l'économie. Je pense que ces personnes, qui étaient encore qualifiées comme Mozart de l'économie, ne voient pas ce qui est en train d'arriver. Ils pensent que c'est une vaguelette, c'est un tsunami qui nous arrive en pleine figure. Je vous le dis, c'est un calcul de technocrates découplé de la réalité.
On peut penser qu'il s'agit d'un plan majeur de relance, mais en fait, il n'en est rien. Le New Deal de Roosevelt n'a jamais relancé l'économie américaine. L'indice boursier de 1928, à la veille de la crise de 29, n'a été retrouvé, tenez-vous bien, qu'en 1952, soit 24 ans plus tard. 24 ans. Et une guerre mondiale terrible, entre-temps. La Réserve fédérale américaine aura imprimé, d'ici la fin mars, dans une semaine, la bagatelle de 6 000 milliards de dollars américains. 300 pour la France, 300 milliards d'euros, et 6 000 milliards de dollars pour les États-Unis d'Amérique. Nous sommes 68 millions. Ils sont 320, 330 millions. On a un rapport d'1 à 5 entre nous. Or ici, c'est un rapport d'investissement de 1 à 20. Alors, je ne conseille pas de partir dans cette direction d'un surinvestissement qui va, de toute façon, encore plus ébranler l'économie. Mais par contre, il va falloir se débrancher de ce système. Car cet argent américain ou chinois, et il venait déjà auparavant, va venir sinon achever par l'achat ou l'asphyxie, ou le dumping monétaire, ce qui reste encore debout, ou ce qui restera encore debout dans 6 mois, 9 mois, de notre économie nationale. Et il est hors de question que l'on soit vassalisé. Si on ne se débranche pas, la potion sera encore plus amère. Alors il faudra imaginer, endurer, passivement, de terribles épreuves, dans les 15 à 20 prochaines années, sans rien dire, sans rien faire, en laissant un gouvernement et un président totalement irresponsables décider de nos existences pour les 20 prochaines années? Du sang, de la sueur et des larmes, simplement? Je préfère, personnellement, la sueur au sang, et les idées et les décisions aux larmes. Il nous faut des chefs qui agissent en conscience pour les intérêts du peuple français. Car la casse sera d'une très grande ampleur. Car la France, ce n'est pas que de la comptabilité. C'est une population actuellement confinée, avec des familles, des hommes, des femmes, des enfants. Quel avenir leur offre-t-on? Une vie d'exil, où ils seront obligés de partir pour réussir? C'est déjà le cas avec cette mondialisation devenue insensée. Des familles déjà fragilisées socialement et économiquement. Voyez le mouvement des Gilets jaunes, qui se sont battus pour nous prévenir de la crise qui vient. Enfin, ce sont des territoires vidés de leur activité et parfois soumis à une population dissidente qui refuse les règles, qui pille les magasins et renforce les zones de non-droit déjà existantes depuis de nombreuses années en raison de la lâcheté de nos dirigeants successifs. La lâcheté et la veulerie. Nous sommes Français. Et dans cette compétition mondiale, cette guerre économique, nous devons reprendre le contrôle de nos destinées nationales. Et cela passe par la reprise en main de notre outil financier, qui sera incontournable dans les années à venir. Sans cet outil financier national et indépendant, je ne donne pas cher de nos chances dans un monde où les nationalismes se réaffirment et les empires renaissent. Nous devrons reprendre le contrôle financier en sortant du système européen et en rétablissant notre monnaie, indexée sur nos actifs matériels et nos réserves d'or. Nous disposons encore en 2019 de 112 milliards d'euros d'or, soit environ 2300 tonnes, après malheureusement en avoir perdu 580 tonnes entre 2004 et 2009 sous la présidence Sarkozy. Mais cet or apportera à la France un actif d'une valeur primordiale. Nous devons encadrer les mouvements spéculatifs, notamment par une taxation systématique de toutes les transactions électroniques, qui aura pour effet de soulager l'imposition des ménages, tout en finançant les activités stratégiques et pousser une interdiction mondiale des pratiques du trading haute fréquence. Un outil absolument insensé
qui nous a conduits et qui est en train de nous conduire à notre perte, non pas qu'en France, mais dans le monde. Ces quelques mesures peuvent, à elles seules, redonner un sens et une direction à un système devenu fou, et nous aider à reprendre notre indépendance pour conduire notre pays tout en protégeant notre peuple, nous Français. Car dans ce monde dangereux qui vient, l'indépendance et l'unité nationale seront la clé. Or, à l'unité sera consacré le prochain chapitre, la prochaine vidéo. Car en France, si elle n'est pas atomisée, nos territoires sont déjà archipélisés. Et seule une reprise en main de nos territoires perdus, une réaffirmation de nos institutions, de notre projet commun, de notre langue, de notre identité et de notre histoire, seules ces réaffirmations nous garantiront un futur. Celui qui n'a pas de passé n'a pas de futur. Soyons solidaires. Vivons dans la concorde, mais soyons surtout vigilants. Françaises, Français, citoyens, soyez vigilants. Soyez alertes et le jour venu, soyons mobilisés. C'était le capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Vive la République, vive le peuple de France et vive la France.